Bonjour, mesdames et messieurs. Vous qui nous suivez sur Yegle TV, nous avons l'honneur et le plus grand plaisir de recevoir sur notre plateau et dans notre émission Le Débat, M. Ousmane Cissé, directeur général des mines et également coordonnateur communal de l'APR et de la majorité présidentielle dans la commune de Kébémer. M. Cissé, bonjour. Bonjour, M. Timara. Voilà, après les salutations d'usage, M. Cissé, comme vous le savez, étant donné que donc, vous êtes un invité donc, de marque donc, pour nous, je pense que le débat, on va le camper d'abord par rapport à la situation politique donc, du pays, comme vous le savez, étant aussi un acteur politique. Et aujourd'hui, la situation politique donc, du pays, en tant qu'acteur politique, quelle lecture faites-vous donc, de la situation? Tout d'abord, indiquer que c'est avec satisfaction donc, nous constatons l'évolution démocratique du Sénégal. Vous savez que pour les élections présidentielles de cette année, des nouveautés ont été apportées. Et la nouveauté la plus significative, c'est ce qu'on appelle la loi sur le parrainage. Un processus qui a démarré depuis le mois de septembre 2018 et qui est arrivé à terme avec la clôture de dépôt des listes de parrainage au mois de décembre. Nous avons également à observer que les organes de l'État, l'appareil judiciaire également, a joué son rôle dans le sens donc, de mener les investigations nécessaires pour arriver à la publication de la liste définitive des candidats, que sont les 5 issus donc des 29 qui ont eu à déposer leur liste. Je pense que ça a été une procédure transparente, une procédure qui est allée au-delà des attentes des Sénégalais, parce que le Conseil constitutionnel s'est ouvert à la société civile, qui a eu à participer à l'ensemble des séances de vérification des listes de parrainage. Aujourd'hui que nous en sommes arrivés à cette situation où 5 candidats ont été retenus, je pense que ça apporte beaucoup plus de visibilité, beaucoup plus de clarté au débat. Que les candidats limiter le choix des Sénégalais, mais également leur permettre, à partir des propositions qui vont être faites, de se décider. Et nous nous félicitons donc de ce travail qui a été fait par le Conseil constitutionnel, donc pour montrer que le Sénégal est un État de droit. Tous les candidats à la candidature ont eu à déposer des recours au niveau du Conseil constitutionnel, qui n'étaient pas obligés de les traiter, mais tout de même par sagesse, par éducation, et pour montrer que le pays étant un pays de droit, donc c'est a eu à faire le commentaire de l'ensemble des recours qui ont été portés à son niveau, même si des recours n'étaient pas recevables. Donc c'est dans ce cadre-là que nous nous félicitons et nous demandons donc à l'ensemble des acteurs politiques donc de faire confiance à la loi, de faire confiance à nos institutions, ces institutions judiciaires qui régulent. Quand le juge décide, c'est l'autorité de la chose jugée. On ne peut pas revenir sur ce que les décisions de la justice, comme le Conseil constitutionnel. Des commentaires peuvent être faits, mais la décision qui a été prise est la décision juste, prise par des juges qui ont été formés et qui disent le droit. Je pense que nous devrons, à ce niveau, savoir que, aussi bien de l'opposition que des pouvoirs, nous avons un point commun, un point de rencontre, c'est le Sénégal. Le Sénégal est un pays que nous avons, c'est le patrimoine le plus important pour nous tous, parce qu'en dehors de notre pays, ailleurs, nous sommes considérés comme étant des étrangers. Nous devrons donc tout faire pour arriver à maintenir la stabilité du pays, la stabilité sociale, la stabilité politique, et en arriver à savoir que les candidats, les 5 candidats qui ont été choisis, la liste qui a été arrêtée par le Conseil constitutionnel, sont issus de 15 millions de Sénégalais. Et que ces 15 millions de Sénégalais, jouissant de leurs droits civiques et moraux, peuvent conquérir au suffrage. Donc ce premier tri qui a été effectué est un tri du peuple sénégalais, parce que nous sommes allés à un système de parrainage citoyen, pas un système de parrainage par des élus. Donc les Sénégalais se sont prononcés, ceux qui ont été recalés l'ont été recalés tout d'abord par les Sénégalais, parce que ce sont des fiches qui ont été confectionnées, déposées par les candidats à la candidature eux-mêmes. Donc il n'y a aucune intervention de l'État dans la confection des fiches, aucune intervention de l'État dans l'établissement des fichiers numériques. Donc le traitement des fichiers numériques qui a été fait n'a été qu'un traitement d'un document, d'une information qui a été transmise par le potentiel candidat. Et malgré tout, M. Cissé, l'opposition crie au scandale.
il faut le dire. Et l'opposition estime même que donc, le droit n'a pas été dit donc, par rapport au parrainage. Donc, ce qui a fait que certains candidats ont été recalés et d'autres, au dernier moment, donc, ils se sont vus tout simplement donc, rejetés parce que, bon, ne pouvant pas participer à la présidentielle. Bon, il est fréquent d'observer quand même au Sénégal, et curieusement, que l'opposition sénégalaise ne conçoit le droit étant dit que lorsque c'est favorable à l'opposition. Donc, lorsque les mêmes juges, les mêmes tribunaux, les mêmes cours décident en faveur de l'opposition, le droit est dit et ces juges-là sont de bons juges. Mais lorsque une décision ne leur est pas favorable, alors à ce moment précis, on commence à jeter donc, le discrédit sur des institutions. Je pense que tel ne doit pas être les règles démocratiques. Si vous suivez le processus de parrainage du début à la fin, démarrant depuis le mois de septembre pour 4 mois, en aucun moment vous n'avez vu l'intervention des juges à l'intérieur donc, du système de collecte des signatures. Les juges étaient absents. Les fiches ont été préparées par les états-majors et vous avez tous suivi dans la presse des états-majors se réunir et mettre des quartiers généraux pour traiter, élaborer les fiches telles que prévues par la loi. À ce moment précis également, les juges étaient absents. Et les jours du dépôt également, tous étaient venus pour remettre leurs fiches de dépôt, plus la version numérique. Les juges étaient absents. Et c'est dans ce cas précis que le Conseil constitutionnel, qui n'en était pas obligé, a laissé au cours de ces délibérations la présence des membres de la société civile. Les partis d'opposition avaient applaudi pour dire que c'est une trouvaille qui œuvre pour la transparence. Lorsque les mandataires de ces partis et les représentants du Forum civil étaient présents, chaque parti qui sortait avec des commentaires propres, tout en ne disant pas de discrédit sur les juges du Conseil constitutionnel. C'est au moment de la délibération que ces gens-là viennent maintenant pour dire que critiquer les juges. Je ne pense pas que c'est tout à fait normal et que c'est des règles qui ont été appliquées, c'est des règles de droit, et les règles de droit doivent être dites par des juges et non pas par des citoyens, parce que sinon on serait dans un chaos. Ce n'est pas le citoyen, ce n'est pas l'avocat, ce n'est pas le professeur d'université, ni un homme politique qui doit dire le droit. Dans un État organisé comme le Sénégal, le droit est dit par le juge. Et le juge habilité du Conseil constitutionnel en a décidé, et telle est l'autorité de la chose jugée. Je pense qu'il nous faudra tirer les leçons de tout ça et savoir que le Sénégalais est d'une maturité politique pour pouvoir décider. Aujourd'hui, les listes qui ont été arrêtées, les candidats qui ont été retenus par le Conseil constitutionnel, si vous observez bien, ce sont les mêmes qui sont présents à l'Assemblée nationale. Donc, je ne pense pas que il y a eu une manipulation ou bien une décision contraire à la loi. C'est parce que peut-être leurs attentes, leurs préoccupations n'ont pas été satisfaites. Ils auraient bien souhaité être candidats, mais quand même pléthoriques pour empêcher aux Sénégalais de faire le bon choix. Et pourtant, toujours au niveau donc, de l'opposition, donc certains leaders donc, de cette même opposition estiment tout simplement que le fait donc, qu'on est arrivé aujourd'hui donc, à 5 candidats, au lieu donc, de 14 en 2012, est un recul démocratique. Est-ce que vous êtes de cet avis? Non, le recul démocratique, ce n'est pas un recul démocratique, parce que vous vous rendez compte que presque on se situe, je dis au-delà de la loi de Pareto, parce que la loi de Pareto indique les 80-20%, mais quand vous regardez les 12 candidats, ou c'est combien de candidats aux élections passées, mais vous prenez les 10, ils ne franchissent même pas la barre de 1 ou 2%. C'est que il faut savoir que l'élection présidentielle est un moment fort dans la vie d'un État, dans la vie démocratique d'un pays. Il s'agit de choisir un leader, quelqu'un qui doit diriger le Sénégal. On ne peut pas choisir un leader en pensant organiser des deals politiques. Les deals politiques, c'est tout simplement de se présenter, sachant qu'on ne pourra même pas remporter les élections, pour amener le parti gagnant ou le candidat gagnant à des compromis politiques inopérants. La plupart des candidats, même si la loi reconnaît, ils ont les qualités en tant que juges donc de leurs droits civiques pour pouvoir être candidats, mais savent qu'ils n'ont pas l'étoffe, ils n'ont pas le programme, ils n'ont pas, la volonté même d'exercer ce rôle. Donc nous pensons que le fait que le système de parrainage nous permette à faire ce premier filtre, ce n'est pas un filtre de la loi, c'est un filtre des citoyens. Parce que
tous ceux qui sont aujourd'hui ont été retenus, les 5 candidats qui ont été retenus par le Conseil constitutionnel, au même titre que les 20 autres, étaient en train de collecter des parrainages au niveau du Sénégal. Il n'y a eu aucune entrave. Aucune entrave. Donc ce premier choix, c'est le choix du peuple. Et ça aurait été des élections également présidentielles, ce serait également le choix du peuple de dire que ces 20 personnes-là ne sont pas qualifiées à être candidats ou bien à être président de la République du Sénégal. Donc il n'y a aucun recul démocratique. Voilà, aujourd'hui on a vu aussi, M. Cissé, comme vous le savez, l'opposition s'est regroupée autour d'un collectif dénommé donc, le C25. Et depuis quelques jours, voilà, donc ils s'organisent, donc soit dit en passant, voilà, donc ils ne vont pas laisser en fait le régime en place, donc lui dicter sa loi. Donc vous, en tant qu'acteur politique, quelle lecture faites-vous donc de cette sortie de l'opposition? Déjà, tout en respectant les libertés, parce que nous sommes dans un espace démocratique, chacun doit pouvoir s'exprimer. Mais en s'organisant, j'oublie que c'est le peuple qui a sanctionné. Ce n'est pas l'État qui a sanctionné. Ce n'est pas le Conseil constitutionnel qui a sanctionné. C'est ce même peuple vers lequel donc, ils vont partir pour essayer encore de créer des activités politiques. C'est ce peuple même qui a dit que vous ne pouvez pas faire partie de la course. Le C25, comme tout autre travail, vous savez que l'opposition sénégalaise a des difficultés de s'organiser, une difficulté réelle d'organisation. C'est combien de cadres qui ont été créés en moins d'un an? Énormément de cadres. Parce que le moi est beaucoup plus présent que le nous dans cet espace, dans ces organisations. Ils pensent beaucoup plus à leur propre personne qu'au peuple sénégalais. Et la plupart du temps, vous diront que moi j'ai eu des difficultés avec le président quand j'étais à l'UEMOA, c'est pourquoi je suis candidat. D'autres vous diront que j'ai tel problème avec le président, c'est pourquoi je suis candidat. D'autres vous diront que j'ai tel problème avec le président. Ils ne sont pas candidats parce qu'ils voulaient construire le pays. Ils étaient candidats parce que vraiment, ils disent pouvoir régler un problème personnel qu'ils ont avec le président de la République. Ça, ce n'est pas le choix à faire. Et le C25 aussi est le C25. Dans le sens que c'est des irrégularités, des incongruités, des incohérences parfaites. En 2012, à la veille des élections, l'opposition s'était organisée moins d'un an avant pour parler des assises nationales. On est en 2019, ils s'organisent 3 semaines avant les élections pour dire qu'on va faire C25, mais autour de quel programme? Autour de quel programme? Et les mêmes acteurs qui sont à l'intérieur du C25 ou en dehors de l'élection, c'est des incompatibilités parfaites. Donc selon vous, le débat c'est autour d'un programme? Mais effectivement, parce que le pays, on n'est pas candidat aux élections présidentielles pour le simple plaisir d'être candidat. On est candidat aux élections présidentielles pour contribuer au développement économique et social du pays. Et pour contribuer au développement économique et social du pays, mais obligatoirement, vous devez proposer aux Sénégalais un programme, une vision. Et aujourd'hui, la vision, le programme, la référence, c'est le PSE. Donc tout candidat devrait faire des contre-propositions par rapport au PSE. Nous avons une nouvelle voie, une autre voie. Mais quand même, l'autre voie par rapport au PSE, c'est anti-Macky, mais ça, ce n'était pas un programme. Un programme politique, ce n'est pas anti-personne. Donc, aujourd'hui, leur association ou ce qu'ils ont mis en place pour faire face, comme il le dit, au régime, ce n'est pas pour le bien du pays. C'est tout simplement parce que c'est des recalés, comme ils le disent. D'ailleurs, ils appellent les 20 recalés. Ce sont les recalés qui se réunissent. Et ces recalés, quand même, qui n'ont pas pu réunir 60 000 personnes et avoir 2 000 personnes par région, s'ils n'ont pas pu faire ça, comment ils peuvent donc aujourd'hui se présenter pour dire que nous parlons au nom du peuple sénégalais? Le peuple sénégalais a parlé librement dans la première phase électorale, c'est-à-dire le parrainage, et a décidé que nous voulons telle et telle personne comme candidat. Voilà, M. Cissé, comme je le disais, nous sommes donc dans l'émission donc le débat. Et comme il est question donc de débattre, aujourd'hui, au rythme où vont donc les choses, donc avec ces déclarations qui se font tous azimuts, récemment il y a l'Église qui est sortie pour
que voilà, ce souhait à elle, c'est qu'il y ait donc des élections libres, transparentes et apaisées. Et aujourd'hui même, je pense qu'il y a une association qui regroupe les prédicateurs, donc les imams et autres oulémas, qui prêchent aussi donc la bonne parole donc par rapport à cet aspect. Donc vous, en tant qu'acteur politique, donc quelle est maintenant donc votre position donc par rapport à cela? Je pense qu'il est tout à fait normal et c'est dans l'ordre naturel des choses, la tradition au Sénégal, qu'à la veille d'élection, que des chefs religieux, des chefs coutumiers, des dignitaires se prononcent pour appeler au calme, à la paix et à la stabilité. Je pense que c'est tout à fait normal et même, je peux même dire que c'est un discours qui doit être un discours permanent en dehors même des élections. Cela étant dit, l'autre leçon que je tire du parrainage, c'est que les Sénégalais sont d'une maturité qui dépasse même la maturité des leaders politiques. Il y a beaucoup de personnes qui créent des partis politiques et en créant un parti politique pensent qu'ils sont supérieurs à tous les Sénégalais. Le fait d'avoir un parti politique, pour certains, c'est parce que je suis supérieur à tout le monde. Avoir un parti politique ne signifie pas parler au nom des gens, au nom du peuple sénégalais. Le peuple sénégalais sait s'exprimer et sait exprimer par rapport au parrainage. Et les élections qui vont se dérouler, et c'est malheureux qu'à chaque fois que des élections sont à l'horizon, que des gens commencent à s'agiter inutilement pour inciter à la violence, inciter au désordre. Mais le Sénégalais lui-même sait à quoi s'en tenir et c'est que le discours, l'invitation à la violence ne règle pas le problème. Ce qui règle le problème, ce sont les urnes. Et les urnes, au moment de décider, les gens décident non pas parce que je plais à Alpha ou je plais à Mandamba, les gens décident par rapport à leur intime conviction. C'est pourquoi aujourd'hui les Sénégalais sont mûrs et toutes les organisations, tous les appels à l'organisation, mobilisation, marche de l'opposition depuis lors, vous avez vu que les Sénégalais presque quasiment ne viennent pas participer à ces rencontres-là. S'occupent d'autres choses, font d'autres choses. C'est les mêmes personnes qui se réunissent, qui prêtent les mêmes causes, donc qui sont là pour leurs propres préoccupations personnelles, mais le Sénégalais n'est pas présent à ces manifestations. Le Sénégalais est préoccupé par d'autres activités et c'est que le jour du vote, c'est un jour de liberté, un jour d'exercice donc d'un acte éminemment politique qui devrait permettre à élire un président. Et ce jour-là est attendu par tous les Sénégalais. Donc je ne pense pas que, et encore une fois, il faut se féliciter que des chefs religieux, des chefs coutumiers de tous ordres, des dignitaires se prononcent pour qu'il y ait la paix et la stabilité dans ce pays. Parce que sans la paix, sans la stabilité, ni le pouvoir, ni l'opposition ne pourront construire ce pays. Voilà, malgré cet appel au calme, à la paix, à la sérénité et autres, on vient d'entendre que la permanence du leader donc de PASTEF, en l'occurrence Ousmane Sonko, a été saccagée donc, dans la nuit d'hier. Donc vous, en tant qu'acteur politique, qu'est-ce que vous pensez donc de ça? Est-ce une bonne chose donc, pour une démocratie qui est citée en exemple dans un pays comme le Sénégal? La démocratie, la violence n'est pas dans le jeu démocratique. Une démocratie ne peut pas aller avec la violence. Que ce soit une violence physique, une violence verbale, et quelle que soit la forme de la violence. Elle n'est pas liée à la démocratie, elle n'est pas un acte démocratique. La démocratie, c'est l'exercice des libertés. L'exercice des libertés de penser, liberté d'agir. Mais liberté de penser et d'agir dans les limites définies par la loi, par les lois de notre pays. Donc je ne pense pas que, quelle que soit l'issue ou la source de la violence, elle ne peut être tolérée et pardonnée dans un système démocratique. Donc je pense qu'on doit de part et d'autre appeler au calme, à la retenue, savoir que dans un espace démocratique, ce sont les idées, c'est des débats d'idées et non pas des trucs de force. Ce n'est pas la force donc, verbale, la force physique qui doit être utilisée. Et donc c'est regrettable que des événements de ce genre puissent parvenir. Mais je pense qu'il faut appeler de tous côtés les acteurs à savoir que le pays est notre pays, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous n'avons aucun intérêt à commettre des actes qui sont répréhensibles, qui ne répondent pas aux normes démocratiques et qui ne renforcent pas l'état de droit. Voilà, ça ne renforce pas donc l'état de droit, mais d'autre part, avec tout ce qui vient de se passer précédemment, quand on revient sur le cas Karim et Khalifa Sall, déjà, bon, au niveau donc, de leur état-major, voilà, donc chacun crie en disant que voilà, donc sans Karim ou sans Khalifa, pas d'élection. Est-ce que vous, en tant qu'acteur politique, donc cela augure un lendemain meilleur pour le Sénégal? Non, vous savez que l'histoire n'est pas un point, c'est une succession de points.
En 2000, dans ce qu'on appelait la jeunesse pour l'alternance, les gens disaient alternance ou la mort. C'était le slogan en 2000, alternance ou la mort. En 2019, 20 ans presque après, c'est les mêmes acteurs qui disaient alternance ou la mort en 2000 qui viennent aujourd'hui dire sans tel ou tel, il n'y aura pas d'élection. Je pense que c'est impossible. On ne peut pas, tout simplement parce que vous avez un candidat qui a été recalé, que vous dites qu'il n'y aura pas d'élection au Sénégal. Les élections auront lieu. Nous sommes dans un état de droit et rien n'empêchera les élections de se tenir. Donc je pense que c'est des slogans qui sont envoyés et qui politiquement, une arme pour essayer de faire peur. Vous avez vu que depuis que nous avons commencé le processus électoral depuis jusqu'à présent, plusieurs menaces ont été faites, plusieurs slogans de ce genre ont été lancés, mais toujours l'État est resté fort. L'État est resté fort et debout, en protégeant non pas les intérêts d'un parti, mais les intérêts du peuple sénégalais. Donc je pense que ces personnes doivent être ramenées à la raison et savoir qu'il y a des lois à respecter et les lois ne peuvent pas être faites pour une personne ou bien être défaites pour une personne. Nous sommes dans un pays donc bien organisé avec des institutions fortes et l'État fera respecter la loi et forcera la loi. Voilà, M. Cissé, on va parler maintenant de la présidentielle parce que nous sommes presque en moins de 3 semaines, voire même 4 semaines, si je m'abuse, donc de la présidentielle. Vous, au niveau donc de votre coalition, est-ce qu'on peut dire que tout est au point? Et tout est au point depuis bien avant, parce que pourquoi tout est au point? C'est que tout d'abord nous avons un programme. Et non pas un programme à proposer aux Sénégalais, nous avons un programme qu'on est en train de dérouler depuis 2012 avec l'accession du président de la République au pouvoir, le PSE. Toutes les réalisations sociales, économiques, en matière d'éducation, de santé, des infrastructures, l'accès à la couverture maladie universelle, l'ensemble de ces programmes et d'autres que je ne pourrais pas citer ici, donc ce sont des faits palpables, des actes concrets que les Sénégalais de tous bords et dans tous les coins du Sénégal pour vérifier. C'est le premier argument de campagne. C'est le premier argument de demander à ces Sénégalais d'être à nos côtés et aux côtés du président de la République pour continuer ce programme. Donc nous sommes prêts dans le sens que déjà nous avons une coalition stable depuis 2012. Nous sommes prêts parce que la coalition s'est élargie d'autres acteurs qui n'étaient pas de notre bord, mais qui ont simplement vu et apprécié le travail qui a été fait par le président de la République depuis 2014 avec le PSE. D'autres nous ont rejoints. Nous sommes prêts parce que tout simplement dans nos rangs, nous avons eu à comprendre que en politique, ce qui est important sont les actes posés et non pas les paroles. Nous sommes prêts parce que le président de la République est un leader. Il a une vision claire de ce Sénégal-là, et c'est là où le mener. C'est la communauté internationale, les pays de la sous-région, l'ensemble des acteurs, les visiteurs du Sénégal d'un soir, les résidents, les étrangers parmi nous, qui apprécient tous les jours les efforts qui sont faits. Le Sénégal est en marche. Et récemment, vous avez entendu le ministre de l'économie et des finances pour dire qu'avec Macky Sall, le Sénégal a entamé une autre vitesse. L'autre vitesse, plus que ce que se faisait. Et je pense que l'ensemble de ces... Le président de la République est un homme de paix. Tout récemment, vous avez vu avec la Sénégambie, le pont de la Sénégambie qui a été inauguré. C'est un pont qui a été le rêve de plusieurs générations de présidents depuis Senghor jusqu'à présent. Mais sa courtoisie, son sens diplomatique, son sens de l'intérêt supérieur des peuples, je ne parle pas des États, des peuples, de la Sénégambie. C'est à ce moment précis que le président a saisi cette opportunité pour aujourd'hui offrir au peuple de la Casamance, au peuple du sud du Sénégal, une opportunité de traverser le fleuve Gambie en 2 minutes, alors que ça prenait 1 semaine à 5 jours pour le faire. Le président de la République, vous l'avez vu, à travers donc l'ensemble de ces projets, est quelqu'un qui va au-delà même du mandat. Parce que le PSE qui va en 2035, c'est qu'en 2035, le président de la République, selon les principes de la Constitution aujourd'hui, ne sera pas là. Donc c'est quelqu'un qui pense aux générations, qui pense au peuple sénégalais et non pas à un mandat. Quand vous avez un leader comme ça, un leader qui est aimé par son peuple, aimé par la sous-région et toutes les autorités politiques de ce monde, je pense que nous devons retenir et c'est pourquoi nous sommes confiants et nous pensons que pour les élections à venir, les Sénégalais s'exprimeront et sauront prendre la bonne décision, celle-là de continuer donc
cette dynamique de croissance et d'émergence du Sénégal. Vous entendre parler, c'est comme si c'est déjà plié, quoi, donc la présidentielle. Non, ce n'est pas c'est déjà plié, mais c'est que nous avons l'espoir que les Sénégalais aiment leur pays, que les Sénégalais s'agitent, se préoccupent du développement de leur pays et que les Sénégalais savent faire la différence entre 1960 jusqu'à 2012 et de 2012 à maintenant. Les Sénégalais savent qui travaille pour eux et qui ne travaille pas pour eux. Le président Macky Sall, vous le voyez, est un homme avare en parole, mais généreux en actes, qui aujourd'hui nous amène avec beaucoup de satisfaction vers donc, ce qu'on appelle le Sénégal émergent. Le peuple sénégalais le sait. Les Sénégalais savent apprécier cela. Aujourd'hui, avec l'ère de l'Internet, des multimédias, des réseaux sociaux, tout ce qui est fait est dit et su par tous les Sénégalais. Les Sénégalais n'ont plus besoin d'intermédiaires pour comprendre la situation économique de ce pays. Ils n'ont plus besoin d'intermédiaires pour savoir que le président est en train de travailler ou n'a pas travaillé. Ils savent, ils vivent, ils le voient tous les jours. Les réseaux sociaux sont pollués d'informations, d'images qui montrent ce qui est fait ou n'est pas fait. Donc ils savent apprécier. Et nous savons que quand vous allez au-delà même de ces réseaux sociaux, vous allez dans les zones les plus enclavées avec les pistes rurales, l'accès à l'eau, la question agricole, la question de la transformation alimentaire des produits agricoles, la question de l'élevage, la question de la santé, la question de l'éducation. Même ici à Dakar, avec l'université Anta Diop de Dakar, avec les pavillons qui ont été récemment inaugurés, l'argent, les investissements massifs dans le secteur de l'éducation, les Sénégalais qui vivent, qui sont dans ce secteur, savent apprécier ce qui a été fait ou n'a pas été fait. Ils n'ont pas besoin d'interprètes, n'ont pas besoin de quelqu'un leur dire que le président a fait ou n'a pas fait. Et c'est même ce Sénégalais préoccupés par le développement du pays, préoccupés par le développement de la localité, ce sont ces Sénégalais qui auront voté. Et ces Sénégalais ne manqueront pas de voter Macky Sall, parce qu'ils savent qu'à ce moment précis, c'est la personne qui a eu à amener toutes ces infrastructures, c'est cette personne qui a eu à amener donc l'ensemble de satisfaire ses préoccupations sanitaires, ses préoccupations en matière de santé, en matière d'éducation, en matière alimentaire, en matière agricole et autres, d'infrastructures. Donc c'est pourquoi nous sommes confiants et nous pensons que pour les élections à venir, dans la paix, la tranquillité, la sérénité et le calme, les Sénégalais vont s'exprimer librement et choisir le candidat qui va diriger le pays pour les 5 prochaines années. Voilà, M. Cissé, maintenant on va parler donc des ressources naturelles. Et étant donné que vous êtes spécialiste donc, en la matière, et j'espère que vous n'êtes pas sans savoir que le Parlement mauritanien donc, vient d'adopter l'accord gazier entre le Sénégal et la Mauritanie. Donc vous, en tant que spécialiste donc, de ces questions-là, quelle est donc votre appréciation, ou plutôt votre lecture donc, par rapport à cette dynamique donc, de coopération entre le Sénégal et la Mauritanie? Non, je pense que c'est une excellente nouvelle et une très heureuse nouvelle. Et vous n'êtes pas sans savoir aussi que hier en Conseil des ministres, le projet de loi également a été approuvé et que le Sénégal de son côté va ratifier l'accord. Donc ce qui fait que nous évoluons sur la bonne voie et que c'est un exemple de coopération entre le Sénégal et la Mauritanie en matière donc d'exploitation des ressources gazières qui se trouvent à la frontière entre les deux pays. C'est une excellente information, une bonne nouvelle et permettre d'anticiper sur beaucoup de questions. Parce que vous savez que les ressources naturelles ne sont pas des ressources, la plupart ne sont pas renouvelables. Donc il faut savoir anticiper dans leur exploitation, la gestion et le partage de ces revenus. Et lorsque ces ressources traversent deux pays, donc l'exemple du Sénégal et de la Mauritanie, c'est un exemple à montrer, à démontrer, à partager. Donc le Sénégal, hier, comme je l'ai indiqué au Conseil des ministres, le projet de loi a été approuvé et va passer au Parlement. Et certainement, le Parlement donc, va voter, donc ratifier cet accord. Et vous vous rappelez dès le début, quand le président, la découverte avait été faite, certains avaient commencé à critiquer pour dire que le président de la République a signé, il a signé entre la Mauritanie, il n'avait pas signé. Parce qu'il y a une procédure normale, une procédure de discussion, de négociation et de réaction d'un accord. Ce qui a été fait. C'est au moment de la discussion et de la réaction de l'accord que beaucoup de Sénégalais, en tout cas beaucoup de personnes qui se pensent être experts dans le domaine, ou en tout cas des politiciens, se sont réveillés pour critiquer le président de la République pour dire qu'il a signé. Il n'avait rien signé. L'accord a été donc conclu
signé par les opérateurs et les parties prenantes, les deux États. Aujourd'hui, la partie mauritanienne, l'État mauritanien, donc, ratifie l'accord. La partie sénégalaise va faire la même chose. Et c'est un cadre qui sera mis en place avec des principes généraux pour la gestion, l'exploitation et le partage des revenus issus de l'exploitation donc de ces ressources pétrolières. Et nous nous en félicitons. Voilà. D'autre part aussi, je pense que depuis quelques jours, on parle donc du code pétrolier. Donc, pouvez-vous nous expliquer donc, ce qu'est le code pétrolier pour des profanes comme nous sommes? Bon, vous savez que dans le secteur des ressources naturelles, il y a ce qu'on appelle les ressources minérales. Les ressources minérales sont de trois catégories. Il y a ce qu'on appelle les ressources minérales solides, par exemple l'or, le phosphate, les ressources minérales liquides, comme par exemple le pétrole et le gaz. Donc, dans l'organisation, le cadre légal de ces ressources minérales au Sénégal est composé de deux codes. Il y a ce qu'on appelle le code minier, qui est un code pour les ressources minérales solides, l'or, le gaz, l'or, le phosphate et autres, donc tout ce qui est solide. Le code pétrolier est le code qui gère les ressources minérales liquides et gazeuses, comme le pétrole et le gaz. C'est ce code, depuis les début des années des indépendances, nous avons un seul code qui gérait en 1960 donc l'ensemble de ces produits, de ces ressources. C'est en 86-88 qu'on a eu le code minier, le code pétrolier tout d'abord, et après le code minier, qui a été revu en 1998, le code pétrolier, pour aujourd'hui nous permettre ces découvertes. Après avoir fait la promotion du bassin du Sénégal, maintenir son attractivité, amener des investisseurs et que des découvertes ont été faites, l'État du Sénégal, en réponse à l'environnement international et au nouveau contexte national et international, a pensé revoir le code pétrolier. Et ce code aujourd'hui qui passe à l'Assemblée nationale porte plusieurs innovations. La première des innovations, c'est que tout d'abord, rappelez-vous que le référendum, le président de la République avait inscrit dans la Constitution que les ressources naturelles appartiennent au peuple sénégalais. Et l'exploitation de ces ressources naturelles doivent contribuer au bien-être, doit se faire dans un environnement sain et contribuer au développement économique et social du pays. Environnement sain, bien-être, développement économique et social. Aujourd'hui, la première disposition du code pétrolier, c'est que le code pétrolier indique clairement que les ressources pétrolières et gazières appartiennent au peuple sénégalais. Autre innovation, vous avez vu qu'il y a une loi sur le partage des revenus et pour les générations futures. C'est la prise en charge donc, des intérêts des populations, du peuple sénégalais, dans ce qu'on appelle les opérations pétrolières. L'autre aspect, c'est que c'est la publication des contrats. Nous avons passé beaucoup de temps à discuter au Sénégal sur les contrats pétroliers, la publication des contrats pétroliers. Bien avant même la loi, le président avait décidé que les contrats pétroliers seraient publiés. C'était publié dans le journal officiel. C'était ça la loi. La loi avait indiqué que les contrats devaient être publiés au journal officiel. Mais aujourd'hui, bien avant même l'application au journal officiel, les contrats publiés deviennent publics. Donc aucun contrat dans le secteur du pétrole et du gaz n'est confidentiel. L'autre aspect aussi, c'est la sauvegarde des intérêts de l'État et du peuple sénégalais. En introduisant donc des instruments fiscaux devant permettre une répartition équitable des revenus tirés du pétrole. Devant permettre donc à l'État, au fur et à mesure donc de l'avancement de la production et de l'exploitation, d'en arriver à avoir donc des revenus plus significatifs qui devraient permettre au développement du pays. Donc il y a plusieurs innovations qui ont été apportées par le code. La mise en place d'une commission chargée de la négociation des contrats pétroliers pour prendre en charge, parce que vous savez, le secteur pétrolier est un secteur complexe. Donc une commission a été mise en place qui devra émettre un avis au ministre chargé du pétrole avant la prise de décision de signature de n'importe quel contrat. Une autre innovation également, parce qu'il y en a plusieurs, on ne citer que les plus qui répondent aux préoccupations immédiates, c'est l'introduction de la notion d'appel d'offres.
Vous savez que dans le système classique de délivrance des titres miniers, des titres pétroliers, c'était le demandeur qui constitue son dossier et qui dépose pour un permis ou un permettre. Ce système classique est maintenu dans le code minier et dans le code pétrolier. Donc aujourd'hui, quand nous parlons du code pétrolier apporte une innovation par l'appel d'offres. Donc des blocs peuvent être soumis à l'appel d'offres. Donc ça veut dire que l'État du Sénégal, le président de la République, écoute son peuple. Il écoute les acteurs politiques, il suit le débat politique et fait la synthèse optimale devant permettre au développement du secteur. Et l'ensemble de ces préoccupations, la publication des contrats, l'appel d'offres pour la délivrance des licences, l'augmentation des parts de l'État dans la production du pétrole, l'augmentation des revenus de l'État, les ressources appartenant au peuple, la question de l'environnement, la question des générations futures. Donc tous ces aspects-là, vous avez ont été au cours du débat au Sénégal, et aujourd'hui trouve des réponses adéquates au niveau du code pétrolier. Et le rôle donc de l'ITIE dans tout ça? L'ITIE aussi, parce que l'ITIE permet également de renforcer tout ce qui est transparence et bonne gouvernance dans le code pétrolier. Le code pétrolier est un code de 98 qui n'intégrait pas ces principes de l'ITIE. Le Sénégal n'était pas membre de l'ITIE. Aujourd'hui, les normes de l'ITIE sont intégrées dans le code pétrolier. Pour vous dire que la transparence, la bonne gouvernance, ces instruments-là sont au cœur du secteur pétrolier, en tout cas du secteur des ressources minérales. Voilà, M. Cissé, avec tout ce que nous voyons aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que donc, le Sénégal est vraiment donc, sur les rampes de l'émergence? Le Sénégal est sur les rampes de l'émergence, à tout point de vue. Vous savez, la construction d'un pays, ça prend du temps. Mais nous devons avoir une volonté confirmée, une ambition de vouloir développer ce pays. L'apparition de ces ressources pétrolières, de ces ressources minérales, contribue à accroître les moyens de l'État quand il s'agit donc du développement économique et social du pays. Et l'émergence du pays accroître les moyens de l'État. Donc la rampe sur l'émergence, ce n'est que d'accroître les investissements. Les investissements pour en arriver à avoir des secteurs, l'infrastructure, ça se développe au Sénégal, c'est une base importante de développement. Le développement de l'agriculture, c'est important. Le capital humain, l'éducation, l'enseignement, donc tous ces aspects-là sont importants. Et si vous voyez sur la santé, avec la couverture maladie universelle, donc l'ensemble de ces facteurs montrent et indiquent que le Sénégal est effectivement sur la rampe de l'émergence et le futur attendu sera un futur brillant. Je sais, et je pense qu'on est arrivé à la dernière ligne droite de notre émission. Peut-être que la dernière question que je vais vous poser, c'est quel est votre dernier? Tout d'abord, je pense que nous allons vers des élections quand même assez importantes qui nécessitent la sérénité de l'ensemble des acteurs. Que nous ayons tous confiance au système que nous avons mis en place. Ce que nous avons mis en place, le système pour le Sénégal, qui devrait nous permettre d'arriver à des élections paisibles. Les électeurs sénégalais se déplacer, se mobiliser pour aller voter, parce que l'élection du président de la République est une élection qui se déroule qu'une fois sur les 5 ans. Donc je voudrais lancer un appel à l'ensemble des acteurs pour que plus de sérénité, de calme, et qu'on laisse aux citoyens sénégalais le dernier mot, c'est-à-dire le vote. Parce que le vote aujourd'hui au Sénégal est libre, le vote ne peut être manipulé, les institutions qui sont au Sénégal sont des institutions fortes, nous devons croire en nos idées, croire en nos programmes, et non pas croire à la force du verbe, ou à la force physique pour nous imposer. Je pense que ce n'est pas utile. Nous avons tous donc un seul point, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est le Sénégal, et seul le Sénégal nous intéresse. Voilà, merci M. Cissé, et merci également vous qui nous suivez sur Yegle TV. L'émission débat, c'est fini pour aujourd'hui. Et pour rappel, nous avons eu l'honneur de recevoir sur notre plateau M. Ousmane Cissé, directeur général des mines et également coordonnateur
communal de l'APR et de la majorité présidentielle dans la commune de Kébémer.